Bonjour Luc Ferry, Bonjour. Vous êtes philosophe, vous avez été ministre de l'Éducation nationale, une éducation sur laquelle vous êtes à nouveau penché en publiant Réflexions sur l'école pour renouer avec le bon sens, c'est aux éditions Priva. Alors on va parler d'abord de Samuel Paty, vendredi est organisé un hommage. Les choses ont-elles vraiment changé depuis un an ? Non. Non, c'est lourd comme sujet. Non, ça ne peut pas changer en un an, c'est pas possible. Non. On a vraiment une... c'est ce que disait Gérard Collomb, qui n'est pas un homme d'extrême droite. Bon, il disait qu'on est dans une situation où il y a probablement en France plusieurs dizaines de milliers de djihadistes, donc qui sont prêts à passer à l'acte, et donc on est dans une situation qui reste extrêmement préoccupante aujourd'hui. Donc les conditions d'un tel assassinat existent toujours pour vous ? Bien sûr, évidemment, oui. Elles existent encore, et c'est extraordinairement difficile de juguler le danger parce qu'on a affaire à des idées. C'est ça le problème, à des idéologies. C'est pas simplement on n'a pas affaire à des braquages, à des bandits ordinaires, si je puis dire. On a affaire à des idéologies extraordinairement puissantes. Donc c'est beaucoup plus difficile à battre. Dans votre livre, vous réfutez le thème de séparatisme. Vous dites que ce n'est pas du séparatisme. Ah ben oui, je pense que la formule est stupide. Oui. Si vous laissez séparer de nous, ce serait la bonne nouvelle. C'est pas du tout ça. En fait, le projet des islamistes, c'est de dominer le monde. C'est pas du tout un projet de séparatisme, c'est un projet de domination. Et donc ça n'a rien à voir avec le séparatisme. Donc l'expression est très mauvaise. Elle ne désigne pas du tout la chose. D'ailleurs, elle n'a pas été conservée finalement dans la loi. Oui, mais c'est parce que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est parce qu'ils ont trouvé que séparatisme, c'était trop dur. Donc moi, je trouve que c'est pas assez dur. Ça ne dit pas assez le danger. Séparatisme, on a affaire à l'islamisme, c'est tout. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Il s'agit de l'islamisme, il s'agit du fanatisme religieux. Il ne s'agit pas d'autre chose. Ministre, vous aviez présenté le texte pour interdire le port des signes religieux à l'école. Oui. Aujourd'hui, c'était en 2004. Oui. Ça a marché, oui. Ça a marché. Oui. Mais aujourd'hui, dans les sondages, oui. La moitié des jeunes sont contre cette interdiction. Oui, ils sont très woke, enfin, ils sont très cancel culture, donc ils sont très écologistes, très cancel culture, tout ça. Le politiquement correct américain s'est infiltré chez nous et il commence évidemment d'abord par les jeunes. C'est du politiquement correct américain. Ah oui, c'est du politiquement correct américain, oui. Ah oui, c'est le droit des minorités, c'est le droit à la différence, vraiment c'est le woke, quoi. Woke, ça veut dire éveillé. Ils pensent qu'ils sont éveillés parce que ils voient pas le danger en vérité. Ils sont complètement aveugles. Donc ils sont gentillets. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, c'est des gamins. Mais souvenez-vous, en 68, c'était pire, ils étaient maoïstes. Donc on a quand même progressé. Là, ils sont gentils. Avant, ils étaient dangereux. Maintenant, ils sont gentils. Bon, mais c'est la jeunesse, ça a toujours été comme ça. Mais ça se conjugue aussi avec l'islamisme politique. Évidemment, avec l'islamo-gauchisme, vous avez vu à Grenoble, Madame Vidal d'ailleurs a été sur ce sujet extrêmement courageuse. Moi, je l'ai rencontrée à ce propos. Je la félicite chaleureusement pour ce qu'elle a dit sur l'islamo-gauchisme. Elle avait évidemment raison. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis ? Rien. Ben non, rien, parce que la vérité, c'est qu'elle s'est fait taper sur les doigts, parce que notre président de la République, il est très clairement libéral, multiculturaliste à l'américaine, donc il parle de privilèges blancs, par exemple, ce qui est quand même une formule invraisemblable pour un président de la République français. Il n'y a pas eu d'évolution chez lui sur ce sujet ? Politique, oui, mais pas sur le fond. Non, politique, bien sûr, parce qu'il comprend bien aujourd'hui que ce n'est pas à gauche qui va ramasser des voix, c'est à droite. Donc il vaut mieux qu'il tienne un discours de droite. Donc ce qu'il fait aujourd'hui sur la sécurité, sur le nucléaire, etc. Mais dans son logiciel personnel, c'est un libéral multiculturaliste à l'américaine, State of Nation, etc. Donc c'est évident que le privilège blanc, quand il a prononcé cette phrase, c'est évident que ça traduit ce qu'il a en lui. Il est beaucoup plus proche des jeunes dont vous venez de parler que d'un vieux gaulliste comme moi, évidemment, d'un vieux républicain comme moi. La guerre est déclarée contre la laïcité, vous écrivez dans Réflexions sur l'école. Cette guerre, finalement, elle est déjà perdue ? Non, c'est pas... Moi, vous savez, je ne suis pas un passionné par l'idée de décadence. L'idée de décadence, c'est toujours l'idée qu'on a déjà perdu et que c'était mieux avant. Je ne crois pas du tout ça. Je pense que chaque époque a des défis. Je pense que le monde va 1000 fois mieux que dans les années 60. Souvenez-vous de la révolution culturelle chinoise, 70 millions de morts, Videla, Pinochet, Salazar, Franco, les colonels grecs. Bon, ça n'allait pas bien dans les années 60. Les années 30, c'était encore pire. Donc je pense que chaque époque a des défis et que celui-là, il est encore devant nous, c'est tout. Mais je ne dis pas que c'est perdu.
perdu. Simplement, pour que ce ne soit pas perdu, il faudrait qu'on ait à l'Élysée et à Matignon des gens qui soient lucides. Il faudrait qu'on ait des gens comme, à gauche comme Manuel Valls, par exemple, qui étaient lucides. Qui est votre candidat à ce moment-là pour l'Élysée? Non, mais ça, je n'ai pas le droit de le dire. Sinon, le CSA va... Bon, moi, ma famille, c'est le gaullisme, donc c'est pas un scoop. Hein. J'étais membre d'un gouvernement de Jacques Chirac, donc c'est pas un scoop. Je n'ai pas changé d'avis. Je n'aime pas beaucoup les traîtres. Voilà, j'aime pas les gens qui vont vendre leur âme pour un plat de lentilles, pour reprendre la formule de la Bible. Donc ça, c'est pas ma tasse de thé. Donc moi, j'ai pas changé d'avis. Donc je reste républicain en politique. Vous mettez qui parmi les traîtres? Emmanuel Macron en trahissant Hollande? Ah, pas du tout, absolument pas. Au contraire, il est tout à fait dans le sillage. Non, ça me paraît au contraire parfaitement cohérent. Non, j'ai pas une grande sympathie pour ceux qui ont quitté le navire gaulliste pour aller retrouver en effet Bayrou et Macron. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas ce que j'aurais fait. Voilà, c'est tout. Maintenant, ils ont le droit. Je suis pas un moraliste, mais c'est pas ma tasse de thé. Disons que c'est pas, voilà, ce type de trahison m'emballe pas. Vous regardez de près ce qui se passe encore aux Républicains, chez les Républicains. Mais dans la France entière, mais évidemment que si un gaulliste se présente à l'élection présidentielle, il aura ma voix, ça va de soi. Et moi, vous savez, c'est très clair. Je suis gaulliste, ça veut dire quoi? C'est parce que gaulliste, ça veut rien dire. Voilà, tout le monde, voilà. Prenez Régis Debray ou Chevènement. Je suis d'accord avec eux sur le plan politique. C'est-à-dire, sur le plan politique, je suis républicain pour l'autorité de l'État. En revanche, à la différence de Chevènement ou de mon ami Régis Debray, je suis totalement libéral en économie. Je suis beaucoup plus proche de l'opinion que de Chevènement. Donc pour moi, c'est ça le gaullisme. C'est ultra libéral en économie. Je pense qu'il y a beaucoup trop de charges sur les entreprises, par exemple, pour dire une bêtise, enfin une banalité plus exactement, c'est pas une bêtise, c'est une banalité. Et en revanche, je pense que l'autorité de l'État est très faible aujourd'hui. On a un État très impuissant, on a eu 2 ans de gilets jaunes sans qu'il se passe rien, on a eu alors ensuite justement, l'État impuissant, vous le dites aussi, ratée. le ministre de l'Éducation nationale, vous le dites, fort de votre expérience, finalement il est impuissant, ou largement impuissant. Tous les ministres, il n'y a pas un seul ministre qui soit puissant. Vous avez l'expérience de l'éducation. C'est le cas de Jean-Michel Blanquer? Évidemment, ça fait 5 ans qu'il se passe à peu près rien. Donc en vérité, dès qu'on essaie... Ceux qui sont restés longtemps, Bayrou, Blanquer, c'est aussi à proportion du fait qu'il y avait extraordinairement peu de réformes. Moins vous en faites, plus vous restez sur le cheval. On vous a, voilà. Jacques Chirac, à l'époque, vous demande de l'arrêter. Voilà, quand j'avais cette magnifique réforme de l'autonomie des universités, Jacques Chirac m'appelle en me disant « Raffarin était consterné ». Parce qu'il était à fond pour cette réforme, on la portait tous les deux. Et Jacques Chirac m'appelle en me disant « Non, vous ne pouvez pas la faire passer parce que Xavier Darcos était allé à l'Élysée pour lui dire c'est très dangereux, les étudiants vont sortir dans la rue, etc. » Donc Jacques Chirac était très impuissant pour une raison d'ailleurs qui est très intéressante aujourd'hui, qu'on devrait méditer aujourd'hui, le prochain président de la République devrait y penser, c'est qu'il a gagné l'élection contre Jean-Marie Le Pen à 80%, mais il n'a pas fait un gouvernement d'union nationale. C'est ça qu'il aurait dû faire pour représenter non pas 20%, mais 40 ou 50%. C'est ce qu'il faudra faire en 2022 ? C'est évident. C'est ça ou rien, c'est ça ou le déclin. Madame Merkel, quand elle sort de ses différents mandats, elle représente 80% des Allemands. Hein. Même quand elle est en poste, elle représente 70 ou 75% des Allemands. Gouvernement de coalition. Elle peut passer la retraite à 67 ans, mais avec la gauche. C'est la culture allemande. Non, c'est rien à voir avec la culture allemande, ça a à voir avec la proportionnelle. C'est la culture politique allemande. Oui, non, c'est le système politique. Et le système proportionnel. Non, c'est pas une question de culture, parce qu'ils se détestent tout autant que les Français entre les différents partis politiques, c'est comme en France. Mais en revanche, le système qui est très compliqué, il est horrible. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne, je ne vais pas vous le raconter, c'est très compliqué. Mais en tout cas, à défaut d'avoir la proportionnelle, il faut évidemment mettre en place un gouvernement d'union nationale, ce qui ne consiste pas à débaucher 3 types qui, encore une fois, vendent leur âme pour un plat de lentilles. C'est pas ça, l'union nationale. Mais je dis que si on ne le fait pas, de toute façon, le président ne représentera positivement que 20% des Français et tu cours à poil dans un champ de râteau dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a 80% contre toi chaque fois que tu veux faire une réforme. Donc c'est pas jouable. Pour ça que depuis 30 ans, on ne fait rien. Le rapport Sauvé a été remis en début de semaine. Comment vous avez perçu l'onde de choc qu'il a provoqué ? Mais c'est inimaginable. Enfin, on est dans le monstrueux. Alors les catholiques disent c'est quand même formidable parce que l'Église a demandé un rapport, elle donne l'exemple pour l'éducation nationale ou les autres institutions, mais ça n'a rien à voir. L'éducation nationale, c'est 20 ou 30 cas par an, c'est pas des milliers. Là, c'est des centaines de milliers. L'ampleur, donc ça n'a rien à voir. Le caractère systémique, dit le rapport. Absolument. Voilà, vous avez tout à fait raison. Dans les autres institutions comme l'éducation nationale, en plus, soyons clairs, il y a 860 000 professeurs, il y a 6 000 prêtres en France.
France. Donc ça n'a absolument aucun rapport. Donc dire que ça montre l'exemple, pas du tout. L'idée fausse que j'entends partout, c'est qu'il faudrait que les prêtres se marient pour éviter ce genre de problème. Ça n'a aucun rapport. Oui, moi je suis pour le mariage des prêtres parce que je pense que ça permettrait d'élargir le recrutement des prêtres. C'est surtout ça. Mais ça, on peut très bien être marié et pédophile, ça n'a rien à voir. Et donc on en a des exemples dans l'actualité de l'année dernière, je ne vais pas citer, mais enfin on en a plusieurs exemples qui sont retentissants. Donc ça n'a rien à voir. Donc la solution n'est pas là. La solution, elle est dans le recrutement des prêtres. C'est ça le vrai problème. Et puis dans le silence de l'Église pendant des décennies. La confession, le secret de la confession, ça a donné lieu à une polémique oui. ces derniers jours. Oui. Plus fort que la République, a dit Oui. Monseigneur Oui. de Moulin-Beaufort. Oui. Il a été recadré par Gérald Darmanin hier. Oui, mais ça ne Qu'est-ce que changera ça rien. dit cet incident finalement? Ça dit une maladresse ou une difficulté pour Non, l'Église non, catholique d'accepter ce rapport? Ah non, mais si vous lisez la Bible, si je puis dire, de l'Église catholique, c'est-à-dire le catéchisme officiel du Vatican, dans tous les cas de figure, disent-ils, je n'ai pas le texte ici, mais vous pouvez le retrouver facilement, où la loi de la République est contraire, par exemple, sur la question de l'avortement, ou du mariage gay, est contraire à la loi de l'Église, ou à la loi du cœur au sens catholique du terme, eh bien c'est la loi du cœur, c'est la loi de l'Église qui l'emporte. C'est ça que voulait dire cet évêque. Il a eu raison, à la fois Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, de prendre les choses. Non, c'est plus compliqué que ça. Je pense que les deux positions sont fausses. Je pense que c'est plus compliqué que ça parce qu'évidemment, il y a un argument qui est fort du côté de l'Église, c'est que si on va dénoncer les gens immédiatement quand ils nous disent quelque chose, il n'y aura plus personne. Voilà. Donc je pense que la solution, personne ne dit du côté de Darmanin. Non, ce que doit faire le prêtre, si je peux me permettre de dire ça, c'est au lieu de lui donner au pécheur 3 Je vous salue Marie et 2 Notre Père, ce qui sert strictement à rien, ce qui est parfaitement ridicule, c'est de lui dire maintenant ce que je te donne comme pénissante, c'est d'aller dénoncer, mais évidemment. Et après, il doit veiller à ce qu'il le fasse. Et s'il ne le fait pas, là, oui, évidemment, la loi de la République doit l'emporter sur la loi de l'Église. Mais il doit lui laisser ce temps de dénonciation, et c'est sa pénitence d'aller se dénoncer. Et donc, si la personne qui va se confesser, elle est catholique en principe, sinon elle n'irait pas se confesser, eh bien, si le prêtre a une autorité sur lui, l'autorité de la pénitence, il doit faire en sorte qu'il aille se dénoncer. Et s'il ne le fait pas, oui, dans ce cas-là, il est obligé d'y aller lui-même, mais au bout d'un certain temps seulement. Merci, voilà, pas trop tard quand même. Merci à vous. Merci à vous.